métier, c'est de transformer la molécule la molécule active, le principe actif, que nous ne fabriquons pas, ni par biotechnologie, ni par quoi que ce soit. Il y a des gens qui s'occupent pour faire ça. C'est de la production de principe actif. Nous, notre boulot, c'est la production de médicaments. Quand on est dans une cuisine, si on ne sait pas ce que c'est que le sel, si on ne connaît pas les ingrédients, etc., c'est pas la peine de dire on est cuisinier. Hein. Donc il y a des connaissances très précises à avoir. Et pas parler en gros. Si j'interroge un étudiant, il me dit le médicament c'est pour guérir, innocuité, ça ma femme peut me le dire aussi qui est littéraire. On interroge n'importe qui à l'arrêt d'un bus, il va nous dire la même chose. Hein. Donc qu'est-ce que tu sais toi? Exactement. Comment tu vas concevoir ce médicament? Pas simplement réciter des pages et des pages et des pages et des pages de folie. Hein. Donc vous allez vite comprendre, enfin ceux parmi vous qui viennent, la discussion et le débat entre nous vont vous permettre d'y voir clair dans ce qu'on fait et de ne pas... Je ne suis pas dans la sociologie, je ne suis pas dans des généralités, je suis dans un métier très précis. Comprenez? Voilà, donc... et on attend des choses précises. Pourquoi? Parce qu'au bout, il y a un patient. Et un patient, on ne peut pas faire n'importe quoi. Regardez Lactalis en ce moment. Il faut faire du fric. Moi, je ne suis pas là pour faire du fric. Je suis secteur public. Je suis payé par l'impôt, grâce à l'impôt de vos parents. L'impôt des gens. Du peuple français. Et je me dois de transmettre des choses intelligentes à la jeunesse de demain pour qu'ils soient encore plus intelligents que nous et pour qu'ils fassent encore des trucs plus extraordinaires parce que il y a des gens qui attendent après nous et on ne peut pas tenir un discours marketing, c'est bon, je vais te guérir, tout va bien. Non, tout ne va pas bien du tout. Et il faut qu'on retrousse nos manches et qu'on travaille. Vous avez compris la philosophie. Voilà. Donc on n'est pas dans la palabre, je ne suis pas dans l'école de management, je ne vends pas de la camelote. Quand il y a des choses qui sont précises, il faut être précis. L'enseignement se transforme de plus en plus en une espèce de procédure, tu fais ci, tu fais ça, tu réfléchis surtout pas. Nous on a besoin de gens qui réfléchissent, et pas des gens qui récitent des procédures. Parce que la procédure, c'est toi qui vas la rédiger demain. Hein? La procédure, c'est le spécialiste qui la rédige. Et qui voulez-vous qu'il soit plus spécialiste pour le médicament que vous? Moi, quand j'installe un logiciel sur Windows, je suis une procédure. Clique ça, ouais, ben, j'y connais rien. Je ne sais pas comment il papote avec le Pentium, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas mon métier. Il y a quelqu'un qui m'a rédigé en tant que néophyte une procédure pour installer le logiciel. Par contre, celui qui a rédigé la procédure, lui, il sait très bien quand je clique sur chaque bouton ce que j'ai fait. Donc vous devez savoir ce qui se passe. Quand on parle de solubilité, de dissolution, de concentration, il faut savoir de quoi on parle. Et pas simplement en gros de solution, de suspension, d'émulsion, pas simplement réciter des choses. J'enseigne à l'école des mines d'Albi, je suis l'enseignant de formulation depuis sa création. Même chez les ingénieurs, je vois une dégradation monstrueuse du niveau des étudiants. On te parle de choses, d'inertage, on ne sait pas ce que c'est que la stérilité, la propreté microbiologique, confusion avec l'inertage, on utilise des termes un petit peu qui ont l'air savants comme ça, et qui sont creux totalement. Et quand on interroge l'étudiant exactement qu'est-ce que ça veut dire, ben il ne sait pas, il répète des conneries comme un perroquet. D'accord? Donc on va essayer ensemble, mais on n'est pas méchants, hein, ne croyez pas. Hein. Mais vraiment, hein, sincèrement. Vous ne pourrez pas. Si vous allez vous faire opérer à cœur ouvert par un chirurgien qui vous dit je ne sais plus ce que c'est que le ventricule ou valvule, ou là, je confonds moi je ne laisse pas m'ouvrir. Hein. Ou un pilote qui ne sait pas où sont les commandes de son avion. Non, les gens vous font confiance et donc il vous faut être compétent, pas les baratiner. Voilà. Donc on a fait le tour, on a meublé un petit peu, et finalement il n'a pas... Et finalement on ne sait pas s'il a réparé le truc ou pas. C'est quoi là exactement?
ça a l'air de marcher, non? Hein? Bon, ben on va mettre la clé alors. Je vais recommencer. Ok, on est tout oui, hein, vraiment on est à votre disposition. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez, c'est avec grand plaisir qu'on va vous répondre. On n'aime pas les étudiants qui nous fuient. C'est là qu'il faut mettre la clé, je suppose. Oh, dis donc, alors. À mon avis, le problème n'est pas... Ah si, c'est bon, ça marche. Il n'a pas refait son compte, il Ok. Alors je vais commencer par vous donner mon nom. Hein. Mon nom est Bakri, B-A-K-R-I. Je demanderai, vous avez un délégué certainement ici? Mademoiselle, alors c'est vous la déléguée, vous vous appelez comment? Noémie? Noémie, tu viendras me voir tout à l'heure, comme ça je te donne mon portable, etc. Hein. Non, c'est le forfait normal. Hein. Alors, mon nom est Bakri. B-A-K-R-I, mon prénom est Azine A-Z-I-Z. S'il vous plaît. Nous sommes le seul service de la faculté qui nous trouvons sur Mélan. Donc tous les TP, les travaux pratiques, vous avez des travaux pratiques qui sont très sérieux. Hein. Il n'y a pas le cours magistral et les TP, etc. Vous aurez les TP aux examens, ça c'est certain. Et vous aurez des interros en TP. Ça c'est certain aussi. Voilà. Donc un conseil, suivez tout simplement régulièrement vos cours et tout se passera très bien. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc mon adresse mail c'est celle de l'UJF, mais c'est aussi, j'utilise souvent celle-là, aziz.bakri @live.fr. Voilà. Mon portable c'est le 06 78, c'est mon portable personnel. Hein. 15 41, il ne faut pas m'appeler pour un oui ou un non, sinon je supprime. Hein. 06 78 15 41 52. Évidemment, on ne peut pas travailler ensemble sans... il m'arrive quoi que ce soit, je ne vais pas vous laisser planter, il faudrait que j'ai un téléphone, un étudiant à prévenir pour votre délégué, pour vous dire... il ne vient pas, il est mort, n'importe quoi. Voilà, la vie continue. Hein. Ok. Voilà. Personne n'est indispensable. Hein. Ok. Voilà. Ma carrière, pour vous dire qui je suis, hein, je suis pharmacien, et pardonnez-moi, je me dois de présenter Madame Calef aussi. Et nous sommes deux, hein. Madame Calef, Nawal, très disponible aux étudiants, très sérieuse, très carrée, on est tous très carrés, hein. Et Xavier Rabault, hein. Xavier Rabault, c'est le technicien. Donc vous avez le nom de tout le monde, hein. Qui s'occuperont de vous, puisque notre cours est un cours complet, c'est-à-dire il y a une partie théorique qui traite des formes pharmaceutiques et une partie pratique où vous allez les faire vous-même. Donc c'est en fait l'écho de la pratique et l'écho de la théorie, ok ?
Et la théorie, c'est pour nous l'occasion un peu de vous piquer, de vous provoquer, de voir un peu ce qui passe, ce que vous avez compris, etc. Parce qu'il y a des idées reçues. Vous avez des enseignants un peu de toutes les cultures ici. Et donc, il faut savoir cueillir le meilleur de chacun. Voilà. Hein, et pas ni opposer les uns aux autres, ni... ok. Nous sommes une discipline un peu particulière qui ne devrait pas être en pharmacie, puisque nous faisons de l'ingénierie. Hein. Je veux dire, fabriquer un comprimé ou construire un pont, c'est exactement la même problématique au niveau physique, au niveau mécanique. On est bien d'accord. Hein. On a affaire à des matériaux, on a affaire à des consolidations, à des recristallisations, à des contraintes, à des pressions, à des tailles de particules. Et donc, nous travaillons beaucoup avec les militaires aussi, parce que remplir une gélule ou remplir une cartouche, c'est exactement le même problème au niveau mécanique des fluides, mécanique des milieux continus. Ce sont des grains qui s'écoulent dans un volume. Donc, il ne faut pas que les étudiants se disent la pharmacie est une discipline particulière, etc. Nous sommes moins bons que l'agroalimentaire, par exemple. Là, il y a des ingénieurs qui savent de quoi ils parlent. En pharmacie, on a ce côté biologique qui fait que cette discipline est un petit peu handicapée. On a un mal fou à trouver des gens compétents en galénique. Et c'est pour ça que la galénique dans les pays latins, et particulièrement en France, est une discipline un petit peu sinistrée, où il y a beaucoup de rituels. Hein, on vous parle de l'art de... Moi, je ne suis pas un artiste, hein, du tout. Hein. Voilà. Ok. Donc il y a du raisonnement, il y a de la physico-chimie, il y a de la mécanique, il y a de l'approche, etc. Et j'aimerais commencer par structurer un peu les cervelles des uns et des autres, savoir comment on se situe, pourquoi vous avez toutes ces disciplines, à quoi servent-elles, qu'est-ce que la galénique par rapport à la pharmacologie, par rapport à l'analytique, qu'est-ce qu'on va foutre avec l'analytique, qu'est-ce qu'on va foutre avec la galénique, etc., etc. Il vous faut avoir une vision claire de votre métier. Et pas juste blablabla. Il faut des têtes rangées et organisées et des gens intelligents. Il ne faut pas avoir peur de nous, surtout pas. Venez discuter avec nous, on adore ça. Hein, voilà. Il y a des étudiants qui viennent. Il y a des étudiants qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui veulent découvrir des opérations unitaires et bon, ils viennent régulièrement au labo, il a son petit sujet, il le fait avancer petit à petit quand il veut, à son rythme, je vous le conseille. Avant d'aller plus loin, et c'est plus important que le cours, ce que je vous dis ici, je voudrais vous dire deux choses. Demain, vous allez vite vous apercevoir que vous allez devoir faire des masters, par exemple. Pour ceux qui veulent... Bon, il y a les étudiants qui veulent faire de l'officine, c'est parfait. Vraiment, c'est un métier extraordinaire. Moi, je n'ai jamais exercé en officine, mais il faut du tout pour faire le monde. J'ai des étudiants... Mais oui, mais c'est très bien l'officine. Mais il faut avoir la vocation aussi, parce que prendre une petite mamie par la main, lui expliquer, etc., c'est une qualité aussi. Hein. Ce sont d'autres... Chacun met en avant ses qualités pour choisir. J'ai à côté de chez moi d'anciens élèves, j'ai un plaisir vraiment à les voir travailler. Ils bossent en officine et ils font un travail social extraordinaire avec toutes les mamies du coin. Je les vois travailler et ça fait chaud au cœur. Je me suis dit d'ailleurs, il faudrait peut-être écrire un article sur cette officine-là. Voilà. Donc demain, vous allez devoir faire peu importe ce que vous voulez faire. Moi, je ne viendrai pas vous dire faites de la galénique, on veut de la galénique, il n'y a pas de salut. Non, vous pouvez faire autre chose. Il n'y a pas de souci. Simplement, ce que vous allez faire, faites-le bien. Et préparez-vous à ça. Le temps passe.
Vous me voyez vieux, c'est vrai que je suis vieux, mais moi je ne me vois pas si vieux que ça. Hein. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à votre place, hein, avec un prof qui m'a broyé dessus. Hein. Le temps passe très très vite, donc ne perdez pas votre temps. Profitez et que je ne comprenais pas, ils m'emmerdent, etc., etc. C'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. Ne perdez pas votre temps, apprenez. Allez chercher le savoir là où il faut. Si on n'est pas capable de vous le donner, moi mes profs ne me l'ont pas donné. Je suis allé le chercher tout seul, hélas. Et j'ai décidé d'en faire mon métier en me disant je vais changer les choses, je me suis trompé. Mais c'est pas grave. Hein? On ne change pas les choses comme ça. Hein? Ça c'est l'idéalisme de jeune, mais c'est pas un souci. Il en faut aussi. Hein? Donc, je voudrais simplement, je suis responsable d'un master par exemple. Master très prisé. Pour vous dire, nous avons par exemple, nous ne faisons aucune publicité à ce master. Il faut que les étudiants nous trouvent. Vous ne nous trouverez jamais avec une table en disant on l'a plus blanc que le master du voisin, etc. Les étudiants savent nous trouver. C'est le master où il y a le plus de demandes à l'université. Okay. Alors, les étudiants de Grenoble, s'ils ne sollicitent pas, nous, on s'en fout complètement. On a des gens qui viennent de partout, hein, de Colombie, de machin, de France aussi. C'est mélangé. Les statistiques sont là. On a à peu près 180 demandes, entre 150 et 180 demandes, mais on a 12 places. Comment pensez-vous qu'on les sélectionne? Hein? Il a un jury, il va voir qu'est-ce qu'il a quelque chose dans le ventre. C'est tout. Tu papotes, alors c'est quoi, machin, etc. Tu connais le métier, etc. Comment tu vas sélectionner quelqu'un si tu veux monter une équipe de rugby ou n'importe quoi? Tu vas lui donner un ballon, j'en sais rien moi. Tu vas voir, voilà. Et les étudiants sont vraiment... on a un mal fou à trouver 12. Les étudiants sont pas bons. Ils sont pas bons. Ils bûchent par cœur un tas de choses, ils n'ont pas de vision du métier. Si vous voulez avoir une vision du métier, allez dans les services concernés par ces métiers-là. Tu veux faire de la parasito dans l'avenir, eh ben va traîner dans des labos de parasito, tu vas voir passer des gens, des parasitologues, tu vas discuter, tu vas papoter, les gens vont boire le café ensemble. Ah bon, c'est ça. C'est comme ça qu'on ouvre les yeux et qu'on découvre les choses. Ça ne tombe pas du ciel tout seul. Je veux faire un stage industriel. Tu vas faire un stage industriel avec quoi? Pour faire un stage industriel, il va falloir... Admettons, je suis l'industriel. Ben moi, je vais recevoir des CV. Tu vas me dire, ah ben oui, j'étais à la fac, j'ai bien étudié. L'autre, il va me dire, oui, j'ai fait à la fac, j'ai bien étudié. J'ai fait un stage de ça, j'ai fait un stage de... Ah bon, ben ça m'intéresse beaucoup mieux. Hein. Vous comprenez? Donc, vous êtes forcément en compétition. Donc, si vous n'avez à dire que vos notes, tout le monde s'en fout de vos notes. Nous aussi, hein, mon jury ne regarde pas du tout les notes des étudiants. Pour le mien, attention, les autres le font. Hein. Si un étudiant a redoublé ou pas redoublé, etc., ou s'il a décidé de faire une année sabbatique pour aller visiter les kangourous en Australie, c'est très bien. Ou faire du théâtre, ou faire autre chose, il s'épanouit. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a à offrir aujourd'hui? Est-ce qu'il sait où il s'embarque? Et beaucoup d'étudiants ne savent pas du tout où ils s'embarquent et ne savent pas du tout parler de ce qu'ils veulent faire. Pourtant, c'est leur avenir. D'accord? Donc, pour ce qui est de mon cursus, moi j'ai fait des études de pharmacie. Bon, hein, j'ai démarré en 1972, je peux vous dire, hein, à la faculté de pharmacie de Montpellier. J'ai fait beaucoup de photochimie et photobiologie. J'ai été assistant en biophysique à l'université de Montpellier pendant 2 ans après mes études. J'ai fait pas mal de physique. J'ai enseigné dans diverses universités néerlandaises et suédoises pendant 8 ans, à l'université de Leiden et à l'université d'Utrecht, où je m'occupais de l'enseignement et de la recherche dans le domaine de la formulation. Okay. Donc ma spécialité, c'est la formulation. J'ai développé, pour vous dire un peu les grandes lignes de nos découvertes, les choses pour lesquelles nous sommes connus. L'insuline par voie pulmonaire, c'est nous qui l'avons développée, avec une boîte qui vient de sortir maintenant chez
chez Sanofi, mais ce n'est pas Sanofi qui l'a développé, c'est Pfizer avec une boîte de Silicon Valley qui s'appelle Inhale Therapeutics, qui s'appelait Inhale Therapeutics et qui s'appelle maintenant Nectar. Voilà, donc on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est thermodynamique des particules, puisque les énergies de surface, etc., sont des choses très importantes quand on fabrique des produits à inhaler. On aura l'occasion d'en parler. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ma casquette chercheur. Hein. Je suis là pour... Faites attention à ça. Hein. C'est important aussi. Hein. Je suis là pour vous parler de vos cours de pharmacie galénique et industrielle. Hein. Donc voilà, en gros, c'est notre... Et ma spécialité, c'est la formulation. C'est-à-dire la formulation, c'est quoi? Qu'est-ce que la formulation? Tiens, qui c'est qui peut me définir la formulation? Hein? Ça se passe comment? Ça se passe comment au niveau d'un médicament? La différence entre le principe actif et le médicament, vous la voyez bien? Vous la palpez bien? Hein? On vous a bien expliqué ça? Hein? Principe actif, et c'est le travail du chimiste, ou le travail de l'extraction. Ça peut très bien être de l'atropine qu'on va extraire de la belladone, ok. Ça peut être, comme les antibiotiques, un produit de fermentation. Les biotechnologies, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Les Phéniciens faisaient de la bière il y a bien longtemps déjà. Hein. C'est un produit métabolite secondaire. L'éthanol a été fabriqué depuis très longtemps par biotech. Alors aujourd'hui, il y a des progrès qui sont faits, mais c'est juste un moyen de fabriquer un principe actif. Basta, terminé. Les insulines avant, on les extrayait du porc ou du pancréas du porc ou du bœuf. Aujourd'hui, grâce au génie génétique, on va foutre un plasmide dans Escherichia coli, on va lui donner à bouffer, et puis elle va gigoter dans son réacteur, et c'est un peu comme quand on traite une vache. Et on va récupérer, c'est exactement ça. Hein? Et on va récupérer, et on va purifier, et ça c'est pas mon problème ça. Attention les gars, c'est pas mon problème. Le pharmacien ne peut pas tout faire, et il est incapable de faire ça. Il ne faut pas confondre biotechnologie et génie génétique. Tu sais? On a tendance à confondre ça. Prendre un plasmide, le mettre dans Escherichia coli, ça c'est un TP de deuxième année, vous l'avez peut-être déjà fait. Maintenant, optimiser un bioréacteur pour essayer d'avoir le maximum de métabolites et extraire, pomper les calories, etc., et entretenir la production, ça c'est un travail d'ingénieur, c'est pas du tout un travail de pharmacien. Vous voyez? C'est comme la synthèse, vous avez beaucoup de cours de synthèse, vous n'en avez rien à faire. Vous ne synthétiserez jamais rien. Ben non, vous ne synthétiserez pas de molécules de principes actifs. Le type qui sait faire des pesticides, qui sait aussi fabriquer des principes actifs, ce sont les chimistes qui synthétisent, ce ne sont pas les pharmaciens. Par contre, la chimie physique dont vous avez besoin, vous ne l'avez pas. Parce que vous faites quoi? Vous mélangez des choses. Hein, vous prenez le principe actif, vous le mélangez, l'aspirine, je le mets avec la gélatine. Oh merde alors c'est incompatible. Et comment ça se fait? On va regarder ça avec des billes comme ça, et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez? On va appeler ça incompatible sans savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est cette chimie-là dont vous avez besoin. La chimie analytique, elle vous sert à quoi? Ce sont vos yeux. Ça vous permet de faire des dosages. On ne peut pas... Si vous êtes un peintre extrêmement talentueux, si on vous crève les yeux, vous ne pouvez pas peindre. Hein. Donc à un moment, il faut quand même regarder ce que vous peignez. D'accord? La chimie analytique, elle sert à ça. Doser ce que vous êtes en train de faire. La chimie analytique, elle est présente partout. On ne peut pas travailler sans analyser. Vous voyez? Quand vous conduisez votre voiture, vous avez un compteur de vitesse, c'est une mesure. Hein. Vous voyez à quelle vitesse vous roulez, par exemple. Vous voyez? Donc, en gros, si vous regardez notre métier pour structurer un petit peu ça, vous avez, on va dire, vous avez le principe actif qui peut venir de différents endroits. Hein?
De quels endroits? Ça peut être de la synthèse, ça peut être de la semi-synthèse, il peut être minéral, il peut être végétal, il peut être issu de fermentation, de biotechnologie, il peut venir de partout. Hein, okay. Alors ça c'est le principe actif. Et puis après ce principe actif, il va falloir en faire une forme pharmaceutique. Et c'est tout ce processus-là qui est votre boulot. Aller de là à là, du principe actif à la forme pharmaceutique. Pour aller de là à là, eh ben, c'est tout un voyage. Il va falloir ajouter des choses, des ingrédients. Quels ingrédients? Il va falloir ajouter des choses ici. Si je dois... quelle quantité? Alors, pour que je puisse travailler, moi, ici, il faut déjà que j'ai le feu vert d'un certain nombre de collègues avec qui je travaille. Par exemple, la pharmacologie. La pharmacologie, elle, ce principe actif, on peut remonter au-delà du principe actif, comment il est fait. Il est fait comment? Il y a des chimistes qui cogitent. Tiens, la morphine, voilà, grosso modo, hein, je ne connais pas la molécule de la morphine par cœur, ça n'a pas d'importance, mais grosso modo, elle a cette allure-là. Hein, on a un azote ici, il y a des OH par ici, ok. Bon, on va prendre 2-3 molécules qui sont des comment dire, des analgésiques lourds, ok. Et on va essayer d'étudier, on vous a expliqué ça, c'est la base de notre réflexion, l'allopathie. Bon, c'est que si ça marche, c'est que ça s'insère dans un récepteur, hein, le récepteur se déforme et blabla, mais personne n'a jamais vu un récepteur, on croise les doigts et on espère qu'on a raison. Ok? Et on va mesurer des constantes d'affinité avec le récepteur, et on va tirer des plombs sur la comète, et en général ça ne marche pas. Mais, et on va dire, on vous a expliqué tout ça, la serrure, la clé, grâce à la clé on va voir un peu la forme de la serrure, et essayer. Alors après, les chimistes, ils ont des stations de calcul, et puis ils disent, bon, si on met un groupe électrophile ici, ça va déformer ici, ça va plus mieux épouser, et ça va être encore meilleur. Principe actif, Inch'Allah, on espère. C'est vrai, vraiment, hein. Et ça marche pas. Ok, parce que si ça marchait il y a longtemps qu'on aurait trouvé. On a un gros problème aujourd'hui avec les principes actifs. On n'en trouve plus. On est dans une impasse pas possible. Hein? On vous a parlé de tout ça, de l'interaction récepteur. On peut essayer d'avoir une petite réflexion. On n'est pas obligé de devenir idiot. Hein? On vous dit PA plus récepteur est en équilibre avec PA récepteur. Tout ça c'est du has-been. Hein? PA récepteur avec une constante d'affinité. Ok? Quelle est la valeur de... Et puis on va rechercher, on va arroser des récepteurs de ce qu'on croit être des récepteurs. Hein? On va arroser le principe actif et on va déterminer cette constante d'affinité. Est-ce qu'elle est de 10 puissance 7, 10 puissance 8 ou 1 et puis on va vous dire, plus elle est forte, plus il y a une affinité pour le récepteur, plus il y a une action. Ah bon? Et pourquoi donc? Expliquez-moi pourquoi. Moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi ça ne serait pas plus elle est faible? Pourquoi ça ne serait pas plus élevé? Il y a une certaine valeur moyenne. Moi, quand je danse avec ma femme, si je la serre un peu trop, elle n'aime pas. Hein? Ok? Si je la lâche un peu trop, quelqu'un d'autre va me la chipper. Donc il va falloir trouver le juste milieu. Pardonnez-moi, mais je fais exprès de vous donner ces exemples-là. Je veux juste un peu vous piquer pour que vous ne preniez pas tout ce qu'on vous dit pour argent comptant. Comprenez? Ce sont des modèles, de simples modèles de réflexion, et qui ne marchent pas toujours, point terminé. Vous voyez? Alors on vous dit, oui, les lipotateurs, on va lier ça à un anticorps monoclonal qui va aller directement vers la méchante cellule cancéreuse, il va détruire que celle-là. On est dans Spielberg. On est dans le cinéma fantastique.
parce que vous croyez que l'organisme il est aussi simple que ça. Il n'y a rien qui... vous avez la complexité des molécules que vous avez dans l'organisme. Oui, vous avez lié un truc, un anticorps monoclonal qui va aller juste trouver la méchante cellule pour la punir. Il va rien rencontrer sur son chemin, il ne va pas échanger des choses, il n'y a pas de compétition, tout va bien. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas si simple. Alors, on cogite, il ne faut pas mélanger, hein. C'est normal de cogiter et de délirer. Les chercheurs doivent délirer. Mais en attendant, quand vous allez en officine, vous allez acheter des comprimés, des gélules, hein, des sirops, des suppositoires, des crèmes, c'est ça qui se vend. C'est pas les anticorps monoclonaux. Il y en a un tout petit peu qui commence à sortir en recherche. Et je vois des étudiants qui se mettent dans la tête de devenir grands chercheurs devant l'éternel. Il n'y a plus de budget de recherche. Donc, ce qu'on attend de vous, surtout, c'est de bosser soit en officine, soit dans l'industrie. Regardez, les types, ils sont préoccupés par quoi? Par la fabrication du générique. Hein? Déjà, le lévothyrox, on a des soucis avec. On a juste enlevé le lactose. Et on ne sait pas expliquer qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas expliquer ce qui se passe. C'est pas si simple. Vous voyez? Il y a aussi une composante psychologique, il y a le médicament, et c'est quelque chose de complexe. On ne peut pas en parler avec suffisance comme ça y est, je maîtrise tout. On ne maîtrise pas grand-chose. Je tiens à vous le dire. D'accord? Hein? Bon, alors, pour continuer, vous voyez, ce premier cours, on va essayer un petit peu de bousculer, secouer, cocotier. Hein? Comme ça, les doigts de coco vont tomber, et on va passer le reste du temps à les manger gentiment. Hein? Ok? Voilà. Et donc, nous, on se situe. Alors, avec ça, le principe actif, le type qui a cogité tout ça, il a sorti. Lui, il ne sait même pas faire une synthèse. Hein. C'est un chimiste théoricien. J'ai travaillé dans ce domaine, c'est pour ça que je peux vous en parler. Hein. Qui va faire des calculs thermodynamiques, tirer des plans sur la comète ici. Hein. Et deviner un peu ce qu'il pense être le récepteur. Alors évidemment, il y a des gens qui fabriquent des stations de calcul, etc. à eux, et c'est pas du tout dans leur intérêt de vous dire ça marche pas. Donc c'est à vous d'être critique et savoir si ça marche ou si ça marche pas. Sinon vous allez investir dans des stations de calcul qui servent à rien. Ça va bien de faire des petits TP aux étudiants, mais ça marche pas. Non. Donc la plupart des médicaments, c'est un peu beaucoup de des expériences ancestrales. Depuis la nuit des temps, qu'est-ce qu'on a finalement comme arsenal thérapeutique? Ce qu'on a toujours eu, en quelque chose près. Vous voyez? On a pris la morphine, on l'a un petit peu modifié. Vous prenez ici, vous faites sauter les H, vous mettez du diméthyl, ben vous avez la codéine. Oui. Donc on a bidouillé un petit peu, et aujourd'hui ce qui se passe, c'est que le lobby de la chimie n'a plus d'argent. Total a tout laissé tomber, ne peut plus financer la chimie, et ben, on se détourne vers autre chose, vers la biotechnologie, vers des choses comme ça. Voilà, c'est tout. Ouais. Ok? Alors, donc ce monsieur-là qui fait ses calculs et qui estime qu'il faut qu'il ajoute des méthyles ou qu'il ajoute il va aller papoter avec un autre chimiste qui, lui, c'est un chimiste de synthèse. Et tu me fais ça. Tu me fabriques ça. Est-ce que tu es fichu de fabriquer ça? Ouais, on va prendre un étudiant, un thésard, il va faire sa thèse. On va le prendre au labo, il va bidouiller. C'est comme ça que ça se passe vraiment. Hein. Il faut savoir comment ça se passe. Alors bon, ben, on va avancer, il va être encadré. Hein. On va arriver à fabriquer, donc, à greffer un méthyle ici, par exemple, pour faire de la codéine, on va dire. Et puis, on va le faire. Alors attention, hein, déjà ça. En chimie, pour fabriquer ça, il y a tous les chemins mènent à Rome. Hein, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Ok? Les étapes peuvent être différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez fait en première année, je suppose, les différentes voies de synthèse. Ok? Donc je peux
trouver des voies de synthèse différentes pour fabriquer mon principe actif. Ça veut dire que les impuretés qui restent à la fin dépendent de la voie de synthèse. Or, ces impuretés-là, moi, je vais me retrouver avec, parce que le principe actif n'est jamais pur à 100%. Ok? Et selon la voie de synthèse, les impuretés vont être différentes. Or, parmi ces impuretés, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des catalyseurs. Puisque le chimiste, lui, pour fabriquer quelque chose, il faut qu'il souffle sur les braises, il faut qu'il mette des catalyseurs pour accélérer ses réactions. Ces mêmes catalyseurs qu'il utilise pour accélérer les réactions vont me gêner moi, ils peuvent dégrader mon produit. Vous comprenez? Donc, or, la qualité de ces catalyseurs dépend de la voie qu'il a choisie pour faire sa synthèse. S'il change de voie de synthèse, et il change tout le temps de voie de synthèse à cette étape-là, parce qu'il est encore en train de rechercher d'optimiser sa synthèse, eh bien, la stabilité de mon principe actif peut se trouver affectée. Ok? C'est pour ça que l'on est obligé de définir des lots. Quand on travaille sur un lot de synthèse, fabriqué dans certaines conditions. Si vous changez les conditions de fabrication, la qualité peut changer aussi. Vous comprenez? Alors, là-dessus, une fois qu'il a fabriqué, le chimiste, lui, il a purifié, il va recristalliser, il fait tout ce qu'on vous a appris pour avoir un principe actif pur. Il va venir me voir et il va aller voir la pharmaco. Bon ben voilà, je t'ai fabriqué ce que tu m'as demandé, ce que l'autre chimiste qui a fait les calculs a demandé. Maintenant tu vas me le tester. Alors il va le tester, la pharmaco, mais pour le tester il va venir nous voir. Pour fabriquer une forme pharmaceutique simple, généralement, c'est un injectable rapide, on n'a pas de souci à ce moment-là de... On n'a pas tellement le souci de la date de péremption, de tout ça. On veut juste très très vite arroser des cellules. Il a des modèles, lui. Hein, il a des modèles cellulaires ou des souris tordues, ou peu importe, c'est son problème. Donc, il a ses modèles pour tester ça. Et il va sortir après ce test avec deux informations essentielles pour moi. La classe thérapeutique. Je veux dire, ça, c'est un anti-inflammatoire extraordinaire, alors que l'autre, il avait calculé pour que ce soit un analgésique. Mais enfin bon, d'accord? Ça arrive souvent, hein, que l'activité recherchée n'est pas celle qu'on a escomptée. Hein. Bien, mais peu importe, il va dire laisse tomber. Il n'y a rien d'extraordinaire, le lapin a toujours mal à la patte, ça ne lui fait rien du tout, c'est pas terrible. Ou alors, un truc qu'on va archiver, j'ai jamais vu ça, c'est vraiment très très intéressant. Cette molécule peut être prometteuse, mais elle est peut-être toxique. Hein? Donc la toxico va s'en occuper aussi, c'est pas mon problème. Ce n'est absolument pas mon problème, la toxicité de la molécule. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un problème, hein, mais chacun fait son boulot. Chacun s'occupe, prend le taureau par la corne qui se présente. Mon problème, moi, n'est pas la toxicité. Il y a des gens qui peuvent s'occuper de ça. Mon problème, attention, je peux générer des produits de dégradation dans ma forme pharmaceutique qui sont toxiques. Ceux-là relèvent de ma compétence. Vous comprenez? Mais si la molécule est toxique, elle ne viendra pas sur ma paillasse pour être formulée. Soyons intelligents. Personne ne fera ça. Vous comprenez? Donc je veux que vous ayez bien les étapes claires dans vos têtes. Vous voyez, il n'y a pas besoin de transparence pour parler de tout ça. C'est que du bon sens, tout ça. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il va me dire aussi, ce monsieur, de la pharmaco? Elle va me dire la classe thérapeutique, dont je ne sais pas ce qui est le plus important pour moi. Moi, qu'elle guérisse l'œil ou le nez, je dois faire une forme pharmaceutique, point terminé. Vous comprenez? Par contre, ce qui est très important pour moi, il va me dire la dose thérapeutique. Et ça, c'est capital. Hein? Si la dose thérapeutique, c'est 1 mg ou 1 microgramme, ou si la dose thérapeutique, c'est 500 mg, ce n'est pas du tout la même conception de la forme pharmaceutique. Vous comprenez? Je ne fabrique pas un comprimé dosé à 500 mg
de principe actif, je ne le conçois pas comme je vais concevoir un comprimé dans un milligramme. Et ça, c'est vachement important. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Mais attention, il va me dire ça, mais il est qui pour me dire ça? Essayez de réfléchir. Lui, c'est pas le bon Dieu, hein. Il va faire comment pour me dire ça, à ce stade? Il est en train d'arroser des cellules, et à partir de là, il va me dire quelle est la dose thérapeutique chez l'homme. Donc, il se gourre d'un facteur monstrueux. Vous comprenez? Donc, ce sont des doses, il va me donner une indication. J'ai vu personnellement des doses évoluer d'un facteur 1000. Vous comprenez? Donc, c'est pas la commission angulaire qui m'a dit ça, mais en fait, c'est ça. Oui, ben oui, lui, il a des modèles. Et les modèles, ce ne sont que des modèles. Vous comprenez? On n'est pas encore passé en clinique, on est loin de tout ça. Donc, on est en train de tirer des plans sur la comète, mais alors, la comète est loin et on la rate de beaucoup. Et il faut simplement être dans cette philosophie-là, savoir que on n'est pas... J'aime pas voir les étudiants parler avec une certaine précision de dose. Non, on ne sait pas. Il faut tout le temps être prêt à changer son fusil d'épaule. Vous comprenez? Et il n'y a pas de choses figées. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette souplesse-là, il faut la voir parce que c'est important. Ça veut dire qu'il faut communiquer beaucoup, parler beaucoup entre collègues. Et il ne faut pas toujours vouloir présenter les choses de manière magnifique, etc. Quand on est coincé, on est coincé. On est au fond du trou. Il va falloir voir comment on va en sortir de ça. Donc voilà, donc on a une idée de la dose. À partir de ce moment-là, il y a le feu vert qui est donné, il faut développer. Développons. On va développer le médicament. Et alors, on développe quoi? Comment se fait le choix de la forme pharmaceutique? Vous comprenez? Ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir quand même, les étudiants. C'est votre métier, ça. Je décide, j'ai un principe actif, j'ai une poudre sur ma paillasse, et on me dit, fais un médicament avec ça. Je fais quoi? Un suppositoire? Un comprimé? Gélule, un sirop? Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait que je décide de faire ça? Vous voyez la question? J'ai besoin d'avoir des connaissances en physico-chimie. Vous voyez par exemple, si vous prenez une molécule comme l'aspirine, J comme le monde, hein? Vous n'avez pas de solution buvable d'aspirine. Vous la trouverez jamais. Comment ça se fait ça? Pourtant on en aurait besoin. On aurait besoin d'une solution buvable d'aspirine, injectable par exemple. Donc c'est un anti-agrégant plaquettaire très intéressant. Hein? On ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'aspirine, elle est très stable à l'état solide, mais quand vous la mettez en solution, date de péremption, je ne sais pas moi, 48 heures, 72 heures, terminé l'aspirine dégradée. Vous comprenez? Parce qu'il y a de la mobilité. Lorsque vous mettez de l'aspirine, lorsque vous êtes en solution, ça bouge la solution. Quand ça bouge, ça se dégrade aussi. Quand c'est figé, okay, quand vous congelez les choses, ça bouge moins et vous les conservez plus longtemps. Donc, les réactions de dégradation, c'est pour ça que vous avez fait de la cinétique, les réactions de dégradation dépendent de la température. Hein, et puis il y a autre chose aussi. L'aspirine ou le principe actif qui a été fabriqué, ça j'aimerais quand même qu'on ait une réflexion philosophique avant de démarrer sur le nez dans le guidon. J'aimerais quand même que vous ayez ces réflexions-là tout seul dans votre coin. Hein. Le principe actif, il se dégrade ou il ne se dégrade pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Jeune homme.
Toujours. Allez, j'aimerais vraiment, c'est important cette réflexion. Allez. Quels sont les principes actifs qui se dégradent et quels sont les principes actifs qui ne se dégradent pas? Dans quelles conditions? Vous comprenez? Alors, vous avez fait de la chimie. Soyez pas bête. Réfléchissez. Un principe actif qui existe naturellement à 25 degrés une atmosphère, par exemple le chlorure de sodium, pour faire une solution de sérum physiologique, il faut du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, il y en a plein des océans, hein, depuis la nuit des temps. Se dégrade en quoi? Rien du tout. H2O ne se dégrade pas. Vous comprenez? H2O sous une atmosphère 25 degrés, son delta G, il est peinard, il est très stable. Il n'y a aucun problème. Mais quand vous avez dit que vous avez un chimiste qui va se planquer, il va souffler sur les braises, qu'est-ce qu'il fait en fait le chimiste? Essayez de réfléchir. C'est un petit voleur de la nature. Qu'est-ce qu'il fait? Il se planque dans un labo, il augmente des températures, il joue sur des pressions, il met dans des solvants impossibles, il roule la nature dans la farine. C'est ce qu'il fait. Il inverse des delta G de réaction et il arrive à prendre l'aspirine à 60 degrés qui cristallise, hein, par exemple. Mais l'aspirine, la pauvre, quand elle est cristallisée, elle ne demande qu'une chose, c'est de revenir là où elle était. Vous comprenez? Ce n'est pas un produit naturel. Donc, dès qu'il la fabrique, elle se met à se dégrader. Ça, c'est clair, net et précis. Pourquoi? Quand vous mettez votre vélo dehors, s'il n'est pas peint, c'est du fer. Il va s'oxyder, vous savez très bien qu'il va s'oxyder. Vous avez trouvé un tas de rouille tout à l'heure en sortant après le cours. Le cours dure 3 siècles. D'accord? Hein? Il y a une réaction qui est l'oxydation du fer de votre vélo. Il s'oxyde. À 25 degrés, c'est ce qui se passe. La réaction, celle-là, là. Ah, j'ai des accusés de réception. On va l'écrire ici. Fa plus O2 donne Fe2O3, c'est-à-dire ici on va dire 2Fe3,5, hein, comme ça, pour deux chimistes sont contents. L'équation est équilibrée. Cette réaction-là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit le fer en présence d'oxygène s'oxyde et donne de l'oxyde de fer, de la rouille. Oui, je le vois, je vois bien que mon vélo est oxydé. Mais quand il y a un type qui va venir le ramasser, il va prendre ton vélo, il va le mettre dans un haut fourneau à 2700 degrés et il va inverser cette réaction. Dans ce cas, il va réduire l'oxyde de fer, il va reproduire le fer. Donc la réaction selon les températures, tu peux inverser les delta G. C'est exactement ce que fait le chimiste quand il fabrique quand il synthétise un principe actif. Il triche. Hein? Mais dès que... Mais alors, voilà ce que fait le chimiste, lui. Il fait cette réaction-là. Pardonnez-moi, il prend l'oxyde de fer, il fabrique du fer avec, à 1800 degrés, il te le redonne pour fabriquer un vélo, mais ton vélo s'oxyde. Hein? Donc, on joue à cache-cache avec les réactions. Donc, tout ce que nous... et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, je veux pas que mon vélo se rouille. Il faut l'empêcher ça. Un antioxydant. Il faut capter cet oxygène-là. Ou l'empêcher d'atteindre mon fer. Donc la peinture. L'enrobage chez nous. Okay? C'est peu qu'on est, on est à opérer les enrobages pour protéger des choses. Vous voyez? Donc j'aimerais que vous ayez ce genre de réflexion. Il n'y a pas... Quel est mon problème? Qu'est-ce que j'ai? Quel est mon problème de stabilité? Comment je conçois ma forme pharmaceutique et ne pas raconter n'importe quoi. Par exemple,
Alors, et là, je suis dans une démarche en recherche et développement pharmaceutique. Et comment je vais choisir les ingrédients à mélanger avec mon principe actif pour fabriquer ma forme pharmaceutique? Sur quels critères je vais me baser? J'ai du lactose, j'ai de la cellulose, j'ai un tas de possibilités, j'ai de la farine aussi, pourquoi pas? Ben oui, hein, j'ai un tas de produits qui sont à ma disposition, ça s'appelle des excipients, qui ont comme propriété d'être inertes, rien de méchant, ils peuvent bien accompagner le principe actif, mais ils peuvent réagir avec ce principe actif-là, ça dépend des principes actifs. Les réactions de Maillard, par exemple, je peux provoquer un tas de réactions avec des produits tout à fait anodins. Les réactions de Maillard, vous savez ce que c'est que les réactions de Maillard? Hein? C'est quoi les réactions de Maillard? C'est la croûte du pain. Ce sont des réactions quand vous avez des amines. Ou par exemple, dans le pain, qu'est-ce que vous avez? Vous avez du blé, c'est-à-dire il y a des acides aminés. Hein? Et vous avez du sucre, du glucose, des sucres réducteurs. Là, vous fabriquez des espèces de caramels ce sont des produits de polymérisation. Le caramel, c'est de la polymérisation du sucre. Et là, c'est de la polymérisation de votre principe actif. Et on a beaucoup d'amines, faites attention. Hein. On a la benzocaïne, par exemple, qui est un anesthésique local. Okay, quand vous le mélangez avec du glucose, s'il vous plaît, quand vous la mélangez avec du glucose, eh bien vous avez, ça devient brun, presque aussi noir que le mur, après granulation. Vous vous rendez compte? Ça dégrade beaucoup. Alors, donc c'est toutes ces choses-là que vous allez devoir maîtriser pour avancer un peu dans votre formulation et régler les problèmes pas à pas. Voilà. Vous avez une idée de l'heure, les étudiants? C'est 10h30. On finit à 11h, c'est ça? Bon, bah, on a le temps. Vous voulez une toute petite pause? J'ai besoin de boire un peu d'eau parce que vraiment je transpire. Pas longtemps, hein, je vais juste boire de l'eau et revenir. Non, tu fais la première partie avec le Il deuxième. y a peut-être des choses par ici, Hein, mais toi, t'as trop enregistré, mec, arrête. Tu vois? T'as trop enregistré, toi. Tu vas vraiment faire ça là? Bah ouais, là, va falloir écrire. Mais si tu veux, je fais ça et peut-être après, il sera plus organisé et tu fais la deuxième partie. C'est affreux ça, hein? Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas de diapo. Donc là, il va y avoir un putain de truc comme ça. Il nous a raconté sa vie là, hein? Ah, C'est aussi intime, ça fait souvent. ah ouais? Ouais. Mais il y a Léo, hein. Je sais pas si tu sais. Mais il vient d'arriver, non? Il est là-haut. Ouais. Bah, là, on est obligé d'écrire un peu, non? Quand il parle de chimistes et tout. On va Bah, faire un résumé. Si on mettrait les petites expressions qu'il a inventées. Ouais, en vrai, je pense que ça sert à rien. Mais si, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Quelques étudiants sont sortis. Hein? On va aller chercher peut-être. Hein? On va chercher les étudiants. Non. Allez, on va reprendre. Hein? Non. Donc, je vous disais, ça veut dire que au moment, mademoiselle, je te pose. Oui. Je faut que tu me regardes pas. D'accord? Donc, je vous disais, pour développer ça, ben, il va falloir que j'étudie un tas d'interactions.
comment je vais fabriquer mon médicament? Je vais avoir mon principe actif, je vais dire, bon, ben, je vais mélanger peut-être avec de la cellulose, avec ceci, avec cela, etc. Et puis je vais voir lequel des mélanges convient mieux. Alors, convient mieux, convenir, c'est quoi? Il me faut des indicateurs. Vous comprenez? Je fais des mélanges là, après je regarde, je cherche quoi? Vous comprenez? Et là, j'en viens à vous poser une question, dont on vous a certainement parlé en première année. C'est de l'utilité des études de stabilité. Et je vous pose la question, à quoi servent les études de stabilité? Pourquoi fait-on des études de stabilité? On vous a parlé de cette question, je suppose. Hein? Oui ou non? Allez, dites-moi à quoi sert ça. Il ne faut pas que vous soyez intimidés, on papote entre nous là, on est en famille là, hein, c'est pas... Mais c'est vrai. Hein? Dites-moi quelque chose, rassurez-moi. Hein? À quoi servent les études de stabilité? Pourquoi fait-on des études de stabilité? Dans quel but? On est marre d'avoir ce rétro-projecteur dans les yeux, ça ne change rien, c'est pas grave. Alors, les études de stabilité, si on vous demande, ça c'est quand même une question importante les gars, c'est quoi les études de stabilité? On fait quoi avec les études de stabilité? Pourquoi fait-on des études de stabilité? C'est quoi les études? Hein? Alors, voilà, écoutez, si vous êtes courageux et vous répondez, vous allez vous améliorer beaucoup. Mais ne me prends pas mal, mademoiselle, là, la remarque que je vais faire. Je vous dis à quoi servent les études de stabilité, je dis pour la formulation, c'est pas une réponse. À quoi servent les études de stabilité? La réponse pour la formulation. Quoi pour la formulation? C'est la boîte, c'est quoi? Vous comprenez, c'est pas une réponse, ça. Et là, c'est le problème des étudiants. Souvent, vous pensez donner des réponses et ce sont des réponses complètement vides. Je vais vous expliquer et vraiment, écoutez bien ce que je vais vous dire. Un type arrive à la gare de Grenoble. Il descend du train et il vous dit comment aller à la faculté de pharmacie. Alors, si vous lui répondez, prenez les transports en commun. Le type, c'est pas Jésus-Christ, hein, il n'est pas... il descend pas il sait ce que c'est que des transports en commun. Il sait que dans chaque ville de France, il y a des transports en commun. Lui, s'il vous dit ça, il vous demande quel numéro de bus il faut prendre. Tu dis, tu descends devant le McDo, tu tournes à gauche, tu vas trouver un drapeau rouge. C'est ça ce qu'il veut, c'est pas donc quand vous donnez une réponse pertinente, les gars. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le médicament, c'est pour guérir. Oui, ça, je sais. Hein. C'est pas ce que j'attends de toi. Hein. Pas n'importe qui peut dire ça. Donc, à quoi servent les études de stabilité? Je m'adresse à des spécialistes ici. Hein. Pourquoi fait-on des études de stabilité? Parce que s'il dit pour la formulation, qu'est-ce qu'elle fait à la formulation? C'est pas une réponse. Est-ce que vous concevez que c'est pas une réponse déjà ou pas? Alors, dites quelque chose. J'attends une réponse. Mademoiselle, tu as envie de dire quelque chose, toi? Vas-y, regarde-moi dans les yeux. Oui. Vas-y, dis quelque chose.
Tu as envie de dire quelque chose. Pourquoi vous avez... Vous savez, il n'y a qu'en France, je ne vous ai pas dit, j'ai enseigné aux États-Unis, j'ai enseigné partout. Il n'y a qu'en France où les étudiants sont d'une timidité, c'est incroyable. On dirait que les profs vont les bouffer. Pourquoi vous avez peur de nous? Vous avez tort, hein? On est là pour discuter avec vous, hein? Il faut venir nous provoquer, c'est important. C'est comme ça que vous allez apprendre des choses, hein? Plus vous dites de conneries ici, moins vous en direz plus tard. Donc, l'amphi est un endroit où il faut cracher tout ce que vous avez à cracher. Il n'y a pas de problème. On corrige les fautes et puis on n'en parle plus. Je veux au moins entendre des choses parce que je vais vous dire, il y a un minimum de choses que je dois entendre là. Hein. Et je n'attends pas du tout d'entendre l'ensemble. Hein. Ça sera très 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 incomplet. Mais si déjà le minimum n'est pas entendu, c'est inquiétant. Quand je dis étude de stabilité, un étudiant doit automatiquement me répondre au moins une chose. Date de péremption. Et pourquoi tu ne l'as pas dit? La première des choses qu'un étudiant doit répondre, c'est pour établir une date de péremption. Alors après, la question vient après, c'est quoi une date de péremption? Qu'est-ce qu'une date de péremption alors? C'est bien, j'adore ça. Vas-y. C'est quand il y a moins que 95% de principes actifs dans le médicament d'une certaine date. Voilà, c'est presque parfait. Voilà, c'est pas c'est quand il y a moins. Ok, il faut formuler les choses, vous n'êtes pas des gamins. Hein. C'est pas quand il y a moins de. C'est pas ça. La forme pharmaceutique, au départ, il y a 100% de principe actif. D'accord? Le principe actif diminue avec le temps. Comme moi, je vieillis. Vous aussi, dans une heure, vous serez plus vieux qu'au début du cours. Hein. Ah là, oui, c'est la vie. C'est comme ça. Donc, tout le monde vieillit. Hein? Principe actif se dégrade. C'est une définition légale. Point terminé. C'est légal. La législation dit, tu peux appeler ça médicament, tu peux le vendre. That's called in English shelf life. Oui, c'est rien du tout. Vous savez, parler 3-4 langues, il n'y a vraiment pas de quoi se dire je suis un type exceptionnel. Faites attention. Hein. 40% de nos cours de master sont en anglais. Et celui qui ne parle pas l'anglais ne rentre pas. C'est très simple, parce qu'il ne peut pas travailler. Ok, donc, vous avez encore le temps de le faire. Hein. Si vous ne le faites pas, vous ne rentrerez pas, nulle part. Donc, il y a du taf. Hein. Shelf life. It's called as well expiration date. That's the péremption. Expiration date or shelf life. Shelf, c'est quoi shelf? En anglais. Shelf. Étagère. Étagère. Shelf life. La vie sur l'étagère. L'étagère de qui? Du vendeur. C'est-à-dire, ça, il est à vendre, je l'expose sur l'étagère. Tu peux choisir et l'acheter. Hein? On appelle ça shelf life, c'est-à-dire après ça, c'est poubelle life. Hein? Il ne peut plus rester sur le shelf, il ne peut plus rester sur l'étagère. Donc il faut qu'on connaisse cette terminologie-là. Shelf life. Shelf life. Donc attention ici, ces dates de... Alors mademoiselle nous a dit, et c'est très bien, c'est le T95. Le T95, c'est-à-dire le temps au bout duquel, voilà, c'est très... le temps au bout duquel la préparation a perdu 5% de son principe actif. Elle ne peut pas perdre plus. Quand j'ai commencé à enseigner dans les années 90, ici en France, j'ai enseigné bien avant ces années-là, c'était pas le T90, c'était le T80, c'était pas le T95, c'était le T90, c'était 10%. Et c'est assez scandaleux d'ailleurs, il y a des gens qui contestent ça.
parce que les dates de péremption ne devraient pas être définies pour tous les principes actifs 5%. Vous comprenez? Ça dépend des principes, ça doit dépendre des principes actifs. Okay? Mais bon, la législation elle est ce qu'elle est. Alors attention, la définition n'est pas terminée, mes copains. Faites très attention à ce que je vais vous dire. Premièrement, essayez de réfléchir. Vous avez votre forme pharmaceutique. Elle est là, la forme pharmaceutique. Et vous avez le principe actif ici. On va dire qu'il y a 100 molécules ici, presque 100%. D'accord? Vous pouvez en perdre 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça la date de péremption. Oui, mais ça, quand tu l'as perdu A, il va donner B. Donc, si les rouges ont disparu, c'est qu'il y a du bleu qui est apparu, des produits de dégradation. Ok? Conservation de matière. Quand l'aspirine se dégrade, elle va donner de l'acide salicylique et de l'acide acétique. D'ailleurs, ça pue le vinaigre. Ok? Alors, maintenant, on va continuer la définition, mes copains. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est le temps au bout duquel... Pourquoi? Si j'ai perdu 5%, j'ai perdu quand même 5% de mon potentiel de guérison, de force de frappe du médicament. D'accord? C'est pas normal. Oui, mais c'est encore plus anormal si les produits de dégradation sont toxiques. Il faut vérifier ça aussi. Donc, la définition de la date de péremption, c'est le temps au bout duquel j'ai perdu 5% de mon principe actif à condition que les produits de dégradation ne soient pas toxiques. Parce que si les produits de dégradation sont toxiques, c'est sur la teneur de toxicité des produits de dégradation que va se calculer la date de péremption. Est-ce qu'on est d'accord? Eh bien ça, retenez-le bien. Voilà. Il n'y a pas besoin de bûcher tout ce soir par cœur. Juste venez en cours, on va discuter, vous allez sortir de là en ayant tout compris. Ok? Et ça, c'est une question de législation. Alors faites attention parce que... Voilà, c'est des petites choses. Donc les études de stabilité servent à mesurer ça. En combien de temps ma forme pharmaceutique va perdre 5% de machin. Ça me permet aussi d'isoler les produits de dégradation. Alors il faut faire gaffe quand même parce que les produits de dégradation dépendent de la forme. Hein. Les produits de dégradation, le principe actif, lui, quand je mets de l'aspirine dans de l'eau, elle va s'hydrolyser. Mais quand je la mets dans de l'alcool, elle va s'alcooliser. Je ne vais pas avoir les mêmes produits de dégradation. Donc les produits de dégradation vont beaucoup dépendre du milieu. Donc si je change de... Or moi, je ne suis pas en train de parler maintenant de la forme finie. Je suis encore en train de chercher une formule à établir. Donc, les études de stabilité, je peux utiliser des études de stabilité pour justement trouver, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure, les ingrédients que je vais prendre, il faudrait que ma molécule, mon principe actif, se trouve bien à l'aise là-dedans. Et bien c'est quoi se trouver bien à l'aise? C'est-à-dire que sa date de péremption soit la plus longue possible. Vous comprenez? Donc pendant que je formule, je ne peux pas formuler sans faire des études de stabilité. Les études de stabilité vont aussi me servir à choisir les bons ingrédients. Vous comprenez? Je vais prendre mon principe actif, je vais le mélanger avec la cellulose, je prends mon principe actif, je le mélange avec le lactose, etc. Et je vais voir dans lequel la formule est la plus stable. Et c'est comme ça que je vais dire, ah oui, je préfère prendre la cellulose plutôt que le lactose. Vous imaginez le boulot que c'est? Eh bien, c'est votre boulot. Hein. Personne d'autre ne sait le faire. Il n'y a que vous qui sachiez le faire. Et on ne trouve pas de pharmacien qui sache faire ça. Vous comprenez? Il n'y en a pas. On n'en a pas. On n'en trouve plus.
C'est triste, c'est dommage. Voyez? Bien, il y a autre chose. Hein. Lorsque l'on fait un développement pharmaceutique, les études de stabilité, vous allez voir, vous allez tomber de haut. Hein. À quoi servent les études de stabilité? Parce que ce que vous avez dit, c'est rien du tout. Ça, c'est juste au niveau des AMM. Une fois qu'on a choisi, là, on est 10 ans avant les AMM, on est en train de développer. Hein. Et quand on a sélectionné la bonne formule, là, on fait les études de stabilité ICH. On vous en a parlé des ICH, hein? Voilà, des études de stabilité ICH. On voudrait qu'on ne vous parle que de ça. Et moi, je trouve que non. Vous devriez savoir tout le reste aussi. Comment vous allez arriver? Ça ne tombe pas du ciel, ICH, les gars. Dire d'un seul coup, 75% d'humidité, 40 degrés, machin, si je vais au Brésil, etc. Mais on n'en est pas encore là. Il faudrait déjà que je fabrique ma forme pharmaceutique et que je choisisse les bons ingrédients. Et ça, mes chers amis, c'est un savoir-faire qui ne s'apprend pas. Les gens ne vous lâchent pas ce genre d'informations comme ça. Nous, on les donne, il n'y a pas de problème. Hein. Okay, il suffit de venir les prendre. Les gens ne vous donnent pas. On ne formule pas avec la pharmacopée, je suis désolé. Tu ne deviens pas un pilote de Formule 1 parce que tu as bûché le code de la route par cœur. La pharmacopée, c'est le code de la route. Hein. Oui, c'est vraiment. La pharmacopée, il n'y a aucun savoir dedans. Elle te dit, si tu veux doser ça, c'est par cette méthode que je veux que tu la doses. Point terminé. Comme le code de la route, il te dit, si tu vois un sens interdit, tu prends pas la route. Sinon, moi, je t'enlève des points. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais ça ne te dit pas comment freiner ta voiture. Vous comprenez? Là, ce sont des cours de conduite. C'est autre chose. Et on a tendance un peu à confondre la législation avec laquelle on saoule les étudiants et le savoir-faire qu'on ne leur donne pas. Et ça fait des idiots, pardonnez-moi, à notre image, c'est ce que je dis à mes collègues, qui ne savent que respecter et se mettre au garde à vous et n'avoir aucun esprit critique. Vous voyez? Et ça, on ne peut pas innover avec ça. C'est pas possible d'innover quand on ne réfléchit pas. Donc la question c'est, moi je vous pose un principe actif sur la paillasse et je vous dis, tu me sors une forme pharmaceutique. Donc tu vas aller voir le Handbook of Excipients, tu vas choisir les bons excipients, tu vas faire tes mélanges, tu vas faire tes stabilités et de telle sorte que le médicament soit efficace. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On va fabriquer des comprimés de pénicilline. Nickel. On va lyophilisé la pénicilline, si vous voulez, vous venez au labo, on les fait. Impeccable. Je vais, juste avant que lui ne l'avale, son comprimé, je vais le lui arracher de la bouche et je vais le doser. 100% de pénicilline, rien à dire. Le comprimé est impeccable. Il va l'avaler, ça ne va rien lui faire du tout. Pourquoi? Parce que la pénicilline, quand elle va tomber dans son ventre, à pH 2, elle est fusillée en 1 minute et demie et subit une catalyse acide. Vous comprenez? Donc voilà un médicament qui est stable et que mon patient a avalé et ça lui fera rien du tout. Tout ça parce que j'ai été suffisamment imbécile pour pas me rendre compte lors de mon développement que le fait, j'ai choisi la voie gastrique, okay, la voie orale, j'ai un pH très acide ici, et la pénicilline subit une catalyse acide que je n'ai pas évaluée. Si j'avais eu l'intelligence d'évaluer ça, j'aurais vu qu'elle subit une catalyse acide, et j'aurais fait quoi? Avant, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, donc je dis, oula, attends, ça c'est vos grands-parents, ma génération, on ne peut pas injecter ce truc par voie orale. On ne peut pas faire par voie orale. Injectable. Point terminé. Je ne peux pas le faire par voie orale. Je vais bousiller toute... Vous comprenez? Je vais bousiller toute la pénicilline et c'est pas possible, c'est pas stable. Et puis après, on a inventé les enrobages gastro-résistants.
Vous comprenez? Donc maintenant qu'on sait qu'elle subit une catalyse acide, ben, il suffit d'opérer un enrobage gastro-résistant pour protéger la pénicilline du suc gastrique. Après, il lui attend d'autres loups hein, dans la bergerie, hein, plus loin. Hein. C'est-à-dire que la flore intestinale, elle, à force de voir passer de la pénicilline, elle a muté et se crée de la pénicillinase. Okay? Donc il va falloir escorter cette pénicilline une fois qu'elle est sortie de l'estomac, ça va s'ouvrir, ben, il va falloir, avec la pénicilline, mettre des produits qui neutralisent la pénicillinase qui est sécrétée par l'autre, il lui tire dessus. Donc, pour neutraliser le temps qu'elle traverse. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à fabriquer de la pénicilline par voie orale. Ça a été quoi? 25 ans de recherche et des brouettes de publication en formulation. Donc les choses n'avancent pas comme ça. Ok? Donc voilà des études de... Quand je vous dis à quoi servent les études de stabilité, vous m'avez dit à coller une date de péremption. Ok, d'accord. Je suis ok avec vous. On vient d'en rajouter une. À décider de la forme pharmaceutique. En sachant qu'elle subit une catalyse acide, dès le début, je sais que je dois faire un enrobage gastro-résistant. Vous comprenez? Donc je travaille de manière rationnelle pour concevoir ma forme pharmaceutique. Ce n'est pas du pif. Vous comprenez? Autre chose. À quoi servent les études de stabilité? Ben, je vais vous en dire plein d'autres raisons. Je m'aperçois que ma pénicilline est tout à fait stable. À 25 degrés, il n'y a pas de souci. Elle se dégrade bien sûr, mais dans un temps raisonnable. Hein? Et on peut lui coller sa date de péremption, on a enrobé, tout va bien. Ou alors on va faire un injectable. Ok, on va décider de faire un injectable. Mais c'est injectable, il faut le stériliser. Si c'est un injectable, écoutez-moi bien, quand on vous dit quelles sont les qualités d'un injectable, la première des choses qu'il faut répondre, c'est stérilité. Un injectable qui n'est pas stérile, tu tues le mec. Donc ça se dit, il n'y a rien d'autre qui se discute. On est d'accord? T'as envie que je t'injecte un truc dégueulasse? Donc si tu pensais juste comme ça, c'est tout, il n'y a pas besoin de toucher des livres. Hein. Non, t'as pas envie, donc t'as bien raison. Non, je te tue avec ça. C'est simple, tu fais une septicémie, c'est grave. On ne tergiverse pas sur la stérilité. La stérilité, c'est 0 micro-organisme viable. 0, rien du tout. Il n'y a pas de 1 sur 1 million et toutes ces conneries. Je ne sais pas où vous allez me chercher ça. Celui qui m'écrit ça est mort. Il n'y a pas... C'est quoi qu'est-ce que tu attends des avions? Ils en tombent combien? 0. S'il y a un avion qui tombe, tu es responsable. En tant que société aérienne. Maintenant, quand on regarde, ben, on trouve qu'il tombe un avion de temps en temps, on fait des statistiques dessus. Mais tu ne dois pas définir la sécurité de l'aviation comme étant il peut tomber un sur... Non. C'est 0. On est bien d'accord, vous avez compris mon discours là. Faites attention à ça. Hein. Stérilité, propriété microbiologique, il faut être très précis. On ne peut pas parler en gros, hein, c'est pas possible. Hein. Alors, on revient à notre exemple, et puis je vais, parce que vous lâchez à l'heure quand même, je vais juste finir ça. Quelles sont les méthodes de stérilisation qui sont à ma disposition? Allez, quelles sont les méthodes de stérilisation? Vous stérilisez avec quoi? Chaleur. Qui c'est qui a dit chaleur? Humide et sèche. Chaleur. Chaleur, filtration stérilisante. Rayonnement. Les rayonnements. Oui, oubliez tout ça. Le garçon a raison. Forget it. Il n'y a que 2 méthodes de stérilisation. Vous confondez tout. C'est en médicaments. Moi, je stérilise des collyres et des injectables. Je ne vais pas stériliser les injectables à l'oxyde d'éthylène. Faites gaffe, c'est un toxique. Ne racontez pas n'importe quoi. Il y a des types de l'hôpital qui viennent vous dire comment stériliser des bistouris et vous croyez qu'on stérilise les médicaments avec ça.
C'est des grosses conneries hein, que vous pouvez raconter. Faites gaffe. Hein. 2 méthodes de stérilisation. Même les rayons, on n'utilise pas les rayons pour stériliser. On peut stériliser des prothèses, des choses comme ça. Et encore, on ne maîtrise pas bien. 2 méthodes de stérilisation. La chaleur qu'on adore, parce que c'est la meilleure méthode de stérilisation, ce qu'on appelle la stérilisation terminale. On peut fabriquer dans cet amphi. Hein. Une fois qu'on a rempli la bouteille, on la ferme, on la balance dans de l'eau bouillante, c'est bon, il est stérile. Vous comprenez? La filtration stérilisante coûte un peu plus cher parce que ça veut dire qu'il faut que je remplisse la bouteille doit être stérile, il faut que je la remplisse dans un milieu stérile, le masque, ça coûte beaucoup plus cher. Et ça, c'est la dimension fric, il faut la prendre en compte, c'est important. Hein. Ok? Donc, puisque tu dis ça, c'est bien, ça va. Alors, laquelle de méthodes je vais choisir? Stérilisation par la chaleur ou stérilisation par filtration stérilisante? Si j'ai une solution, si j'ai une suspension, je ne peux pas utiliser une filtration stérilisante, évidemment. Hein. Ou une émulsion, je ne peux pas utiliser ça. Je vais séparer les bulles, ok? Donc, je choisis ça comment? Eh bien, ça dépend. Si ma préparation est instable lorsque j'augmente la température, donc il va falloir que je l'évalue. Donc il va falloir que je fasse des études de stabilité accélérée à des températures élevées pour pouvoir décider de quelle méthode de stérilisation je vais utiliser. Donc voilà des études de stabilité qui me permettent de décider d'une opération unitaire pour stériliser. Vous comprenez? Donc ça va loin toutes ces études-là. Ok? Ça vous convient? On en reste là? On se voit quand la prochaine fois? Jeudi? Quand? On verra bien.